effectivement, comme pour rebondir sur ce que disait Thomas à l'introduction, sur le fait que ce que nous est commun a des formes qu'on donne à cela, en parlant des formes épistémiques en particulier qu'on donne au commun, au bien commun, l'idée de mon intervention, c'est de faire saisir que la culture du risque et son arrière-plan épistémologique ou philosophique peut aussi entrer dans quelque chose qui relève d'un bien commun ou d'une approche commune des choses. Et qu'il est important que l'on puisse partager une même culture du risque pour pouvoir prendre ou comprendre des décisions qui sont prises en fonction de situations données. Je prends juste un exemple qui n'est pas lié à mon exposé directement, mais la question du Covid-19. Aujourd'hui, quand on constate la violence des débats publics entre partisans et adversaires, des mesures qui sont prises et les invectives qui remplacent les arguments rationnels sur les projections faites par le gouvernement pour justifier les mesures, sans prendre parti pour ou contre en fait ces mesures, mon commentaire en tant qu'actuaire serait de dire ici, est-ce qu'on pourrait au moins poser dans le débat la question de l'appréhension du risque qui repose sur des modèles mathématiques de projection type exponentielle ou des modèles d'agents. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est qu'on voit qu'en arrière-plan de questions mal posées se trouve une culture du risque mal comprise. Et que là, si par exemple la population partageait la manière de voir le risque qui est celle du conseil scientifique, par exemple, on peut imaginer que peut-être il y aurait moins d'opposition, ou en tout cas un débat différent sur ne serait-ce que l'usage d'un modèle. Et là, en l'occurrence, est-ce que l'exponentielle, est-ce que les modèles d'agents à diffusion homogène sont pertinents pour rendre compte des mesures? Je ne prends pas du tout position dans ce débat, ce n'est pas mon sujet, mais juste pour dire là, il y a une culture de risque qui doit être questionnée, et en tout cas sa fragmentation. Les extraits que je vous présente ici sont issus d'un article que je viens de publier dans la revue Sustainability, qui est sorti en septembre dernier, sur la question du risque du point de vue de la durabilité, de l'intégration environnement et économie. Donc c'est une réflexion assez récente et qui cherche à voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une appréhension du risque permettant d'intégrer l'écologie dans l'économie. Voilà. Donc, d'où le titre. Voilà. L'idée qui prévaut à cet exposé part de cette notion de tragédie des biens communs qui mentionne l'article de Gareth Hardin paru dans la revue Science en 1968, selon quoi il y a un problème avec des ressources partagées quand chacun utilise différemment ce qu'il pense être les ressources qui lui reviennent. Donc, il y a un conflit potentiel. Et je crois que ça, c'est intéressant parce que précisément, si chacun utilise sa propre culture de risque et que les cultures de risque diffèrent en fonction, par exemple, d'intérêts particuliers, d'intérêts individuels, contraires au bien commun ou contraires à l'usage de l'autre partie prenante du processus, il y aura conflit. Encore une fois, le Covid-19 est un bon exemple, mais dans la finance, c'est typiquement le cas de 2008, avec des oppositions entre des modèles de risque qui étaient ceux des banques américaines et d'autres modèles de risque qui étaient ceux d'autres institutions. D'où l'importance d'aborder cette question de bien commun ou de commun. Je traduis bien commun ou commun, je sais que pour les puristes, il y a une différence, mais même Wikipédia en français traduit commons par bien commun, donc on peut, bon, voilà. Donc, c'est pour ça que la culture de risque est une question voilà, importante dans cette façon d'appréhender de manière commune les perspectives globales d'économie et d'écologie. Donc la culture de risque, qu'est-ce que c'est? On trouve beaucoup de définitions dans la littérature de recherche, soit en management, soit en finance, soit en actuariat. J'ai mis par exemple quelques références. Renvoyons à chacun de ces domaines, la référence de Bosman, Kingsley de 98, celle de PricewaterhouseCoopers, vous voyez, autre type de référence, celle ainsi du risk management ou d'autres auteurs. Voilà, il y a plusieurs domaines dans lesquels la culture du risque est quelque chose qui a été
examinée, étudiée, débattue et creusée. Alors, en prenant par exemple la définition qu'on trouve dans l'IRM en 2012, la culture de risque est en fait quelque chose qui rend les individus ou des groupes sociaux à même de prendre de manière commune des bonnes décisions face à un environnement, on va dire, incertain. Et de ce point de vue-là, on dirait que la culture de risque d'une organisation, c'est la manière par laquelle cette organisation s'ajuste ou s'adapte ou fait face à l'environnement incertain, que ce soit le Covid-19, Tchernobyl, Fukushima ou les subprimes. Et par exemple, si on regarde de près le rapport du Sénat américain de 2012 et le témoignage de James Diamond, qui était le président directeur général de Morgan, il est clairement indiqué que la grande perte de Morgan de 2012 de plusieurs milliards de millions de dollars est venue de ce que précisément la culture de risque interne de la banque Morgan a été défaillante. Et c'est très clair dans ce rapport qui met en évidence le fait que les façons d'appréhender les risques, les capacités de jugement des opérateurs devant un risque qui était face à eux ont été prises en défaut. Et comme on sait aussi quelles ont été les conséquences de la 2008 sur l'économie globale, on peut l'étendre à ce qu'il y a eu dans cette crise financière et considérer finalement que la culture du risque défaillante de la sphère financière au niveau international, à travers ces institutions, mais également, on en parlera ensuite, à travers les régulateurs, a conduit à la catastrophe que l'on a connue. Voilà, d'où l'importance de considérer une culture de risque à peu près fiable comme un commun ou un bien commun, enfin quelque chose que l'on doit partager. Et donc, une fois qu'on a bien vu cet enjeu, on se dit que l'objectif, et donc ce à quoi on doit répondre, c'est de bien comprendre les caractéristiques très concrètes de l'environnement dans lequel on se trouve, que l'environnement soit celui de la vraie économie ou de la nature ou de la géographie urbaine. Donc, comment est-ce qu'on peut bien saisir les caractéristiques de danger, de menace ou de risque des environnements, on va dire, naturels ou humains? Et là, il y a un vrai enjeu épistémologique, comme on va le voir dans la suite. Deuxièmement, c'est qu'est-ce qu'on pourrait appeler une bonne culture de risque? Que serait en fait une bonne façon de créer une bonne culture de risque? Bien, l'idée, c'est que finalement, d'une part, on peut répondre par la négative en disant que la culture de risque est mauvaise si elle conduit à des catastrophes. Donc ça, c'est une manière de dire elle n'est pas bonne, parce qu'on voit qu'il y a des catastrophes réelles. Et d'autre part, elle serait bonne si précisément elle est en ligne avec les environnements. Alors c'est intéressant d'examiner une notion récemment introduite en 2020, cette année, dans un colloque sur la socio-économie qui a eu lieu en juillet, où un des contributeurs, qui est un post-doctorant de Donald Mackenzie, qui s'appelle Julius Cobb, a introduit l'idée d'ontologie financière des catastrophes naturelles. Et ce que je veux dire par là, c'est que la culture de risque, fortement imprégnée par une financiarisation excessive due à des façons de considérer l'environnement, pouvait produire des vraies catastrophes dans le vrai monde, la vraie économie ou l'environnement naturel, à cause des hypothèses implicites véhiculées par le discours de financiarisation. Et ceci est de ce que le pouvoir performatif des modèles financiers a été à l'origine ou a amené les différents groupes sociaux ou individus à appréhender de manière totalement erronée les enjeux des environnements naturels ou urbains. Et on peut dire que la culture de risque a été de ce point de vue-là complètement défaillante. Voilà, donc c'est en cela qu'il y a un enjeu, à mon avis, sur la culture de risque et qu'il est absolument indispensable que l'on puisse partager à un niveau très général une culture de risque bien construite, bien élaborée, pertinente et la considérer, la comprendre comme effectivement un commun ou un bien commun. D'où l'importance de sonder, de scruter
ce qui constitue la culture de risque et comment elle est élaborée et comment est-ce qu'elle est discutée et comment surtout elle agit. Alors, une culture de risque repose à la base sur un cadre où on dirait qu'il peut être mathématique ou probabiliste. Et ceci peut déjà être discuté. Mais à ce stade, on prend l'existant et on va voir ce qu'il y a derrière ce cadre probabiliste. Ça veut dire qu'une culture de risque, en fait, c'est une connaissance qui est socialement élaborée et partagée avec un objectif pratique qui est de permettre d'utiliser, comme l'a dit précédemment Gilles Gérard Dubieuil, des modèles pour pouvoir aborder des questions qui se posent dans le vrai monde. Et c'est en cela que, pour reprendre les termes de Katrina Svetlova dans un livre de 2018, une culture de risque, c'est en fait une culture qui donne presque un mode d'emploi de l'usage des modèles. Et là, on voit qu'on est en train d'opérer un glissement de la culture de risque sur l'usage des modèles. Au fond, une culture de risque devient une culture des modèles. Et encore une fois, pour rebondir avec l'actualité récente, on est exactement dans le Covid-19 sur l'usage des modèles. Puisque là, on a des modèles extrêmement précis qui sont à l'origine de l'appréhension de risque de l'épidémie. Donc, on peut dire que de ce point de vue-là, qu'une culture de risque, c'est une culture, alors c'est du franglais épistémique, au sens de Karine Nord-Cetina, c'est-à-dire une culture qui va être propre à différents groupes de personnes qui sont engagées dans les applications pratiques de l'usage des modèles. De ce point de vue-là, on peut voir comment une culture de risque donnée va imprégner les manières de voir les choses sur des objets donnés, objets techniques, et surtout comment ces objets techniques sont extrêmement dépendants de cadres probabilistes et de techniques mathématiques qui permettent ensuite de se demander si on est ou non dans un contexte dangereux. Autrement dit, ce qu'on voit apparaître là, c'est que les techniques probabilistes ou les techniques de calcul probabiliste ont une influence très importante sur l'évaluation des risques. Encore une fois, que ce soit Fukushima, que ce soit les subprimes ou que ce soit finalement le Covid-19. On va avoir partout une forme d'imprégnation de notre façon de décider à partir de modèles probabilistes qui vont construire une culture de risque. Et ceci, comme l'a été montré, comme l'a été vu par l'école française des quantifications, je pense à Alain Desrosières, que j'ai bien connu, qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais ou d'autres comme F. Capello. En fait, on voit comment cette culture de risque se trouve construite et solidifiée par des conventions de quantification. Et ces conventions sont à questionner. Comment est-ce qu'une convention de quantification a été élaborée? Qui l'a élaborée? Comment elle a été élaborée? Dans quel but? Et différentes conventions de quantification sont possibles simultanément et doivent être l'objet de débats publics et politiques. Et évidemment, la question qui se pose, c'est quel type de culture de risque doit-on mettre en place pour ce qu'on appelle l'anthropocène? Autrement dit, comment arriver à faire se rejoindre l'économie, la nature et l'environnement urbain. Alors là, de ce point de vue-là, c'est intéressant de faire un pas de côté, ou plutôt un pas en arrière, et de chercher à caractériser ce qu'il y a en fait derrière les différents ingrédients qui constituent la culture du risque, et quel est en fait l'arrière-plan philosophique ou épistémologique de cette culture de risque. De ce point de vue-là, j'utilise les travaux de Manzavinos, qui d'ailleurs intervient au cours du colloque, et la notion de modèle mental. Manzavinos considère que, quelle que soit l'activité que l'on ait, pratique ou intellectuelle, ou ses attentes ou autres, on doit assurer son existence pratique ou matérielle à partir de modèles mentaux. De manière très simple, on est en montagne, sur un chemin escarpé, on a une vire qu'il faut traverser. Selon qu'on a en tête un modèle ou un autre, on va courir sur la vire ou alors on va au contraire être prudent. Le point important dans les ouvrages et les travaux de Manzavinos, c'est de dire que ces modèles mentaux sont en fait partagés et à ce moment-là, ils produisent l'émergence de normes et de standards.
Et là, on voit apparaître l'arrière-plan de la régulation prudentielle, dont on parlera, si on a le temps, à la fin de l'exposé, pour voir comment la régulation prudentielle, ou les normes environnementales, ou les normes financières, sont porteuses de quelque chose lié à un modèle mental sur l'incertitude. Et troisièmement, ce qu'on comprend aussi, c'est que les modèles mathématiques de risque financier reposent sur un soubassement précis épistémologique, ça va sur la manière d'appréhender l'incertitude et plus précisément sur la morphologie de l'aléa. Ce qui veut dire que la morphologie de l'aléa produit une culture particulière du risque. Et donc la forme, on parlait tout à l'heure dans l'introduction de Thomas, que Thomas a faite sur les formes épistémiques qu'on donne au commun, là on voit apparaître que la morphologie de l'aléa, même en tant que modèle mental, devient une composante importante de la culture de risque. Et par conséquent, il est indispensable d'aller creuser les fondations de cette morphologie et de voir comment ensuite elle se diffuse partout. Alors, comme il est connu qu'elle se diffuse dans les objets techniques de la finance, je vais plutôt m'intéresser à la régulation. Voilà, dans la régulation aujourd'hui, on sait que beaucoup d'institutions ont pris en compte les besoins de réformer en profondeur le système financier. On a vu apparaître l'émergence de nouvelles règles, de nouveaux principes pour une banque responsable, une assurance durable, les investissements responsables, etc., etc. Et ce qu'on a commencé à regarder avec Emmanuel Picavet et les travaux de la chaire éthique et finance, c'est que c'est très bien, et j'ai bien d'avoir des banques responsables, des assurances responsables, mais il fallait aussi peut-être envisager que la régulation elle-même et les normes elles-mêmes devaient être responsables. Et par exemple, on a creusé la manière dont les normes financières et prudentielles pouvaient transporter des objets techniques implicites ou cachés, des morphologies de risque qui pouvaient conduire à produire des effets secondaires contraires à ceux qu'on cherchait à obtenir et qui pouvaient être aussi dangereux que les risques qu'on voulait éviter. Alors, il y a eu tout un travail qui a été fait à la chaire sur BAL 3, sur solvabilité 2, sur OPCVM 5, et on s'aperçoit comment, au fond, derrière ces règles qui paraissent élaborées pour faire face aux nouveaux risques avec une bonne culture de risque, en réalité, la culture de risque implicite de la régulation internationale repose toujours sur les principes défaillants qui étaient ceux qui existaient avant 2008 et qui étaient impropres à intégrer l'écologie dans l'économie. Ce qui veut dire que la culture de risque aujourd'hui de l'environnement international dans sa régulation prudentielle n'est pas adaptée à l'intégration de l'écologie et des environnements urbains dans l'économie. Une des raisons aujourd'hui qui semble être une raison importante et qu'on travaille à la chaire éthique et finance, c'est le rapport entre cette culture de risque et ce qu'on pourrait appeler le principe de continuité chez Leibniz, c'est-à-dire quelque chose qui, au fond, de près ou de loin, considère que dans la nature, dans les villes, dans le travail, dans l'économie, dans l'écologie, les choses évoluent graduellement de manière régulière. Le principe de continuité. Autrement dit, pas de cassure, pas d'accident, pas de crise, pas de vagues centennales, pas de tempête de sable, pas de crue des grands fleuves, évidemment pas de krach financier. Et ce qu'on a commencé je me répète, à regarder, et ça me paraît un domaine vraiment très important pour les années qui viennent, c'est comment une culture de risque qui repose sur le principe de continuité, mettons à la Leibniz, ne peut que produire deux choses. D'une part, un découplage radical entre l'économie et l'écologie pour des raisons qu'on pourra discuter ensuite, et de l'autre, peut créer ce qui est appelé, à mon avis de manière impropre, des signes noirs par Taleb. Aujourd'hui, on appelle signes noirs des événements qui paraissent imprévus ou improbables, qui arrivent par surprise, et selon Taleb, grosso modo, ils tombent du ciel. Les valeurs extrêmes, que ce soit en économie et en finance, tombent du ciel. Mais on peut montrer qu'en réalité, le signe noir, c'est un travail que j'ai récemment publié en 2019, parmi d'autres travaux sur le sujet, le signe noir pourrait être compris comme une création endogène d'une culture de risque qui repose
sur le principe de continuité à la Leibniz. Autrement dit, la question ici qui est posée et proposée au débat, c'est de dire finalement, il y aurait deux cultures de risque, en résumant les choses ou en les simplifiant. Une culture de risque fondée sur le principe leibnizien de continuité qui ne peut que conduire à un clivage des objets, des populations, des organisations et des débats entre l'économie financiarisée et l'écologie, pour des raisons techniques précises, on pourra en parler après. Et puis au contraire, une culture de risque qui serait, mettons, non leibnizienne ou discontinue, dans laquelle les discontinuités, les ruptures, les irrégularités, l'hétérogénéité et finalement le rugueux existeraient à toutes les échelles de manière locale et globale, et de ce point de vue-là, pourrait intégrer aussi bien les micro-variations qu'on observe dans la nature ou dans l'économie que les grandes valeurs qui sont appelées des cracks ou des accidents ou des vagues centenales dans la nature. Donc l'argument ici qui est proposé au débat, c'est de dire finalement, la culture de risque, d'une part, est importante comme notion commune à partager pour aborder ensemble des questions fondamentales, mais elle peut être durable ou au contraire non durable. Et l'idée, c'est que finalement, la culture de risque qui a conduit à l'éclatement de l'économie, au clivage entre l'économie et l'écologie, à la non prise en compte de l'écologie, cette culture du risque-là, qui est la culture issue de la finance non classique, plus ou moins, avec l'équilibre général d'Arnaud-Debreu, plus ou moins, mais qui atomise les événements, qui sépare les choses, qui veut les probabiliser avec des objets mathématiques défaillants, elle est impropre, fondamentalement, même pas tellement pour des raisons idéologiques de type avidité, cupidité, marché libéral, mais parce que intrinsèquement, elle contient une morphologie de l'aléa qui n'est pas adaptée à ce qu'on observe dans la nature et dans la géographie urbaine. Pourquoi? Parce que cette morphologie de l'aléa repose sur deux notions extrêmement fortes en histoire des sciences qui remontent au XIXe siècle et au XVIIIe siècle, qui sont le principe de continuité de Leibniz et la théorie des moyennes de Quetelet. Et si on est dans une culture de risque qui passe dans la régulation financière ou prudentielle ou environnementale ou dans les objets techniques ou les métriques dont parlait Gérard Dubreuil, ces deux objets, Leibniz et Quetelet, alors il est presque inexorable, et même si l'on a envie de faire autrement, que l'on sera que conduit à la séparation entre l'économie et l'écologie, parce que la nature et l'environnement naturel ou urbain relèvent, mettons, d'objets ou de modèles ou de choses qui sont discontinues intrinsèquement à toutes les échelles, alors que la culture de risque qui repose sur Quetelet et Leibniz est continue et moyennisable à toutes les échelles. Donc il y a une rupture intrinsèque entre la culture de risque et l'environnement naturel, écologique et aussi économique, en parlant de la vraie économie, celle du commerce, pas celle de la finance financiarisée. Et donc, en conclusion, on dirait que serait une culture de risque durable, adaptée aux objectifs environnementaux, humains, sociaux aujourd'hui et anthropocènes. Ce serait une culture de risque qui permettrait une convergence des méthodologies d'analyse de risque entre l'économie et l'écologie. Et aujourd'hui, cette convergence n'a pas lieu pour les raisons dont on a parlé juste avant. Et donc l'hypothèse qui est faite là, c'est que la durabilité d'une culture de risque du point de vue de ce qui devrait être partagé en commun doit être aussi pensée en fonction de la morphologie de l'aléa qui irrigue les modèles mentaux issus de cette culture. Ce qui veut dire que je considère en réalité que c'est la différence dans les morphologies des aléas qui est une des causes importantes de la non-adéquation de la culture de risque actuelle à prendre en compte l'écologie et l'économie. Et pour être encore plus précis, aujourd'hui on parle beaucoup de verdissement du système financier et de durabilité de la finance, mais on le fait en changeant les paramètres des modèles. Vous voyez, on ajoute du vert là où il y avait du brun. Donc on va trafiquer dans les technologies de calcul les paramètres en rajoutant des enjeux sur l'impact climatique ou l'impact environnemental, etc. Mais on ne va pas
toucher finalement à la structure mathématique profonde du modèle lui-même. Par exemple, la valeur actuelle, apparemment c'est très simple, c'est vraiment une règle de 3 améliorée. Quoi de plus simple qu'une valeur actuelle, quoi de plus naturel? Mais en fait, la valeur actuelle, aujourd'hui, on trafique les paramètres en rajoutant des choses sur le taux d'actualisation et éventuellement sur le numérateur, mais en fait, on ne questionne pas le principe même d'actualiser pour trouver une évaluation financière des impacts environnementaux ou climatiques. Et quand on questionne, on voit apparaître derrière cette technique à nouveau l'ombre de Leibniz, puisque la technique de la valeur actuelle ou technique du rabat, on disait autrefois le rabat, puisqu'on rabat en fait des valeurs futures sur le présent, la technique du rabat chez Leibniz présuppose le cadre global leibnizien, entre autres la continuité. Et donc on voit bien que si on veut appliquer une valeur actuelle sur des questions environnementales, quelque part, il y a radicalement une disjonction entre l'arrière-plan épistémologique du calcul leibnizien et le monde que l'on veut faire rentrer dans ce calcul. Et donc, pour terminer, je pense qu'une façon importante de permettre à l'économie d'appréhender l'écologie est de modifier radicalement, et pas uniquement dans les paramètres, la structure mathématique des modèles de l'économie et de la finance pour pouvoir la caler sur la structure mathématique des modèles de la nature ou de la géographie urbaine dont on connaît parfaitement aujourd'hui, et je pense qu'à Paris 1, je pense aux travaux de Denise Plumin ou d'autres, il y a beaucoup de choses qui sont connues, dont on connaît parfaitement aujourd'hui les structures mathématiques profondes qui sont radicalement différentes des structures mathématiques profondes des modèles classiques de la finance usuelle. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, l'intégration des caractéristiques du risque, on dirait du vrai monde, devrait être une condition nécessaire et non suffisante pour pouvoir construire une culture du risque propre à associer économie et écologie. Merci, merci Christian. Alors je vais lancer une petite question de compréhension ou de précision. Une question notamment sur pour peut-être mieux préciser l'enjeu autour de la session et du colloque sur la dimension du commun. Est-ce que ce qu'il faut comprendre, c'est la finance comme bien commun, alors que la finance peut être considérée plutôt comme dans le cadre d'un effet de club, puisque ce n'est pas nécessairement partagé, ce n'est pas institutionnalisé comme du commun, et puis c'est un rapport social de domination, ou est-ce que c'est le risque et la culture du risque comme quelque chose qui devrait être un commun, mais qui ne l'est pas, puisque il n'y a pas de principe de décision commune sur la culture du risque, et une culture du risque qui est en fait portée essentiellement par une profession ou par des acteurs dominants, le monde de la finance étant oligopolisé. Et du coup, la question, c'est soit on est sur un point de vue normatif et on traite du commun de ce qui devrait être, soit on regarde ce qui est mis en place et qui ne relève en fait pas du commun, mais d'un rapport plutôt de domination d'une composante qui détermine les attributs de la finance et qui est en fait très réduite en masse, c'est-à-dire qui ne représente pas le commun, mais qui représente un petit nombre de grands opérateurs avec plutôt une logique de capture. Du coup, c'était plus l'opposition par rapport à la question du commun, que ce soit sur la finance ou sur le risque d'ailleurs. Oui, en fait, merci de la question. Oui, j'interviens. Moi, je ne suis pas un financier, même si je passe pour financier. Voilà. Moi, à la base, mon métier, et je le rappelle, ma compétence, en fait, et ce sur quoi je travaille, c'est d'être actuaire. Voilà. Moi, c'est ma compétence, c'est d'être actuaire. Et donc, en tant qu'actuaire, je travaille sur tous les risques, même si le hasard des carrières professionnelles m'a fait passer beaucoup de temps dans la finance. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans la finance en tant qu'actuaire et pas en tant que financier. C'est la raison pour laquelle j'étais amené, comme vous le savez, ou comme tu le sais, je ne sais plus, ce sont des études, mais peu importe, à très vite à critiquer cette question de risque des financiers, parce que très vite, en tant qu'actuaire, j'avais repéré qu'il y avait un problème dans les modèles de la finance orthodoxe non classique. Donc, c'est parce que j'étais en quelque sorte actuaire que j'ai pu dire aux financiers, le club dont tu parlais, ce qui me paraît extrêmement juste comme expression, mais écoutez, mes amis, le club, ça ne marche pas. Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Et la différence des critiques des post-keynésiens que tu connais bien, André Orléans ou d'autres, qui approchaient la question frontalement à partir de Keynes, moi, je suis entré
par les modèles de risque. Donc, du coup, j'ai pris ça de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'était ma position. Oui, c'est Donc bien là, clair. aujourd'hui, voilà, si tu te rappelles, c'est voilà, la question de 2008 et puis de la régulation. Voilà. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je poursuis en tant qu'actuaire et comme les actuaires sont très engagés dans les indices climatiques et les modèles de risques environnementaux, moi-même, je participe au niveau international dans l'IA, au groupe de travail sur les risques environnementaux et les modèles qu'on peut les mettre en place par rapport à ça. Donc, je dirais c'est naturellement que j'étends en quelque sorte mon champ d'investigation de la finance néoclassique, dont on sait bien qu'elle ne marche pas, à l'intégration de finance écologique. Voilà, c'est pour te dire que, au fond, je regarde la culture de risque comme étant plus importante que la culture financière dans l'exposé que je fais. Parce que je me place sur la culture de risque. D'où mon exemple sur Covid-19. Moi, ce qui me sidère, je veux dire, ce qui me frappe, c'est, je ne sais pas s'il faut ou non ou pas confier, j'en sais rien, mais on pourrait au moins arriver à poser les modèles et à en débattre. Et ce qui me frappe surtout, c'est comme en 2008. Il y avait des oppositions, on n'arrivait pas à débattre des modèles. On imposait des modèles de crédit hypothécaire et ça a fini en catastrophe. Donc là, peut-être que les modèles sont bons, peut-être qu'ils ne le sont pas, mais on devrait pouvoir débattre des modèles. En fait, ma position, c'est de dire, il y a des modèles, il faut pouvoir en débattre.